Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire. Enfin je dis hebdomadaire, mais est-ce qu'on peut considérer que One Piece est un manga hebdomadaire vu le nombre de pauses qu'il y a? Ce n'est pas une remarque, c'est pas une critique, c'est une remarque. Bref, aujourd'hui on fait la revue du chapitre 1097, un chapitre encore une fois, ma foi, très généreux, très gourmand, très satisfaisant, on va en parler, mais avant, petit instant d'auto-promo, comme d'habitude, on va parler de la boîte à quiz, manga, par le chef Otaku, près de 600 questions et défis pour tester ses connaissances, manga, animé, Japon, culture générale, voilà, c'est une masterclass, c'est un banger qui ressort sur les étals chez vos libraires, chez vos marchands de jeux, pour s'éclater entre amis ou en famille. Voilà, on a eu d'excellents retours l'année dernière, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore passé le pas, vous allez bien rigoler. Oui. Alors, place à la review. Alors, ce chapitre était très bien. On poursuit ce petit mini-arc dans l'arc. Au milieu de l'arc Egghead se passe l'événement de nous raconter la vie de Kuma. Alors, ça dénote un petit peu des flashbacks habituels. En vrai, dans One Piece, dans le sens où beaucoup ont fait la remarque, ouais, je trouve la narration vachement ellipsée, on passe d'un événement à un autre super vite, on prend pas le temps de se poser, d'approfondir, il faut comprendre la démarche, puisque là, Oda est en train de raconter des événements sur 40 ans, en fait. Donc, il peut pas rentrer exactement dans le détail, il doit se poser là où c'est nécessaire de se poser. Alors, beaucoup ont eu un peu le côté frustrant des événements relatés sur God Valley, hein, qui est quand même un événement qui est teasé, qui est important dans le lore de One Piece, dans l'histoire de One Piece, qui a été un petit peu ellipsé, mais je pense que c'est totalement à dessein qu'on n'ait pas ce truc-là. Je pense d'ailleurs même qu'on va y revenir d'ici la fin de cet arc. Je suis persuadé qu'on va avoir... ils vont nous raconter comment il s'en est sorti face à Saturne sur God Valley à un moment donné. Je suis persuadé qu'il y aura un callback, comme disent les Américains, à un moment donné. Peut-être quand Kuma refera face de nouveau à Saturne, on verra bien. Et donc dans ce chapitre, justement, Oda se pose un peu plus, comparé au chapitre précédent. C'est-à-dire que là, on voit un peu plus sa vie sur l'île de Sorbet, donc il revient dans le royaume de Sorbet, là où il s'était fait capturer avec sa famille à la base, hein, si je dis pas de bêtises. Il devient pasteur. Alors là, c'est une interrogation aussi, pasteur, mais de quelle religion ? C'est pas précisé. Alors tu vois qu'il a une Bible plus tard et tout, tu te dis, bon, est-ce que la chrétienté existe dans l'univers de One Piece ? Si oui, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais il va falloir nous expliquer, tu vois. Parce que là, ça sort pas de nulle part, parce que le gars, il dit le dieu Nika, il te sort une Bible, il te sort... Parce qu'il y a un côté, comment dirais-je ? Il y a un côté, dans le personnage de Kuma, il y a un côté christique. Toute proportion gardée, bien évidemment. Parce que le gars, ce qu'il utilise ses pouvoirs en tant que pasteur, il chasse la souffrance du corps des vieillards qui peuplent l'île, et il l'accepte en lui-même. C'est-à-dire qu'il prend la souffrance du monde sur lui pour que le monde aille mieux. Donc, veut dire, est-ce que c'est pas le délire le plus christique du... C'est christique, stricto sensu, en fait. Donc bref, et je trouve ça intéressant parce que du coup, il y a plein de trucs qu'on... Alors peut-être que ça avait été dit à l'époque de Thriller Bark, je me souviens plus. Je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je me souviens plus... je sais plus s'il dit à Zoro, il faut que tu acceptes cette souffrance, sinon on va retourner à Luffy. Je crois qu'il le dit pas, je suis pas sûr. Faudra me dire dans les commentaires, et j'aurais pu relire pour voir, mais la flemme. Fait interaction, watch time, reach, voilà, bref. Mais en tout cas, si ça n'a pas été expliqué, maintenant ça prend un autre sens. Tu vois, il a dit non, mais en fait, il disait pas prends, parce qu'à la base il avait dit ça. Si tu arrives à encaisser la souffrance de Luffy, de ton capitaine, vas-y, je vous laisse et je me barre. Il lui avait dit ça à Zoro. Mais là, en fait, la scène prend un autre sens. Parce qu'en fait, de base, il avait prévu de les laisser partir, en fait. Mais il fait, vas-y, il faut que quelqu'un prenne la souffrance. On prend la souffrance de ton capitaine, sinon on va retourner à lui. Donc il faut que quelqu'un prenne pour l'équipe. Et pourquoi il a voulu préserver Luffy à ce point-là ? C'est peut-être parce qu'il savait le fruit qu'il avait. Donc peut-être qu'il a des informations qu'on n'a pas. Bon, c'est évident qu'il a des informations qu'on n'a pas, mais des informations spécifiques sur Luffy qu'on n'a pas, ça peut être intéressant, sachant qu'il devait savoir que c'était le fils de dragon. En plus de ça, il devait certainement savoir le fruit qu'il avait, parce qu'il avait l'air renseigné sur les fruits avec Ivankov et tout. Donc peut-être que ça reprend l'histoire qu'on nous a racontée, n'est pas tout à fait celle qu'on a lue jusqu'à présent.
Et ça, j'aime bien ce genre de révélation. C'est subtil, mais c'est suffisamment impactant quand même. C'est-à-dire que maintenant, on va relire One Piece, on va relire Thriller Bark ou remater l'animé, et ben on verra pas la même scène, en fait. On verra pas la scène pareille. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Surtout, on voit que le personnage de Kuma, qui est souvent apparu comme une espèce de monstre monolithique, méga puissant, impassible, froid, était en fait à la base le mec le plus gentil de la Terre, quoi. Le gars, il a vécu des dingueries, ses parents, il a été mis en esclavage, ses parents sont fait fumer comme des merdes, et lui, malgré tout ça, ben il est heureux, il kiffe, il envoie du bonheur, de la joie aux gens, il a aucune haine en lui, c'est ça qui est fou, tu vois. Le gars, il a zéro haine, zéro rancœur, il cherche même pas à se venger. En revanche, il y a un truc qui lui fait sortir de ses gonds, c'est quand l'histoire se répète sous ses yeux et que maintenant qu'il a la possibilité de faire quelque chose, il fait non, je vais pas rester sans rien faire, je vais me battre, vas-y, j'utilise mes pouvoirs à bon escient, tant pis, je m'en bats les steaks, même si je suis né en prison, je refuse de rester passif, et que d'autres gens... C'est en ça que tu vois que c'est un mec vraiment bon, tu vois, parce que c'est ça qui différencie les héros des méchants. Les méchants, il leur arrive une dinguerie. Tu prends Pain, par exemple, Pain dans Naruto. Il lui arrivait des dingueries, il a eu une vie de merde, il a fait bon, allez, je vais raser la société pour rebâtir, pour que plus jamais ça arrive et que ça m'arrive à moi. Donc il faut que le monde paye pour ce qu'il m'a fait. Kuma, lui, il arrive, il fait non. Je vais pas me venger, mais en revanche, je refuse que quiconque sur Terre revive ce que moi j'ai vécu. Donc vas-y, je vais me battre pour ça, et je trouve ça super, super touchant, super intéressant, super cool. Voilà, un excellent personnage qui se révèle tardivement certes, mais qui finit par se révéler. Et du coup, tu te dis, mais bon, on sent qu'il approche de la fin. Sinon, il n'y aurait aucune, comment dirais-je, s'il y a un flashback aussi long, c'est qu'on arrive au bout de l'histoire. Voilà, donc avant de finir l'histoire, Oda nous file les clés qui nous manquent pour comprendre la tragédie de Kuma, parce que c'est une tragédie, son histoire, hélas. Comment est-ce qu'il va arriver... Je vois le délire, en fait, en mode... Parce que son truc, c'est d'enlever la souffrance. Imagine son pouvoir ultime à Kuma, c'est de... comment dirais-je? Il va enlever toute la souffrance du monde. Ça serait incroyable, en termes d'épicness, en termes de symbole, ça serait incroyable. Kuma utilise son pouvoir, éveil de son pouvoir, il enlève toute la souffrance du monde, et il la balance dans la gueule à Saturne pour lui dire « Regarde tout ce que t'as fait ». Tu vois, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Un Genki Dama, mais avec toute la souffrance. Et c'est pas déconnant de penser ça, parce que, il me semble, si ma mémoire est bonne, que justement, il y avait une patoune de souffrance qui contenait aussi un peu la mémoire de Kuma dedans, qui est en train de couver sur Egghead. Or, Bonnet a touché un petit peu, mais c'est tout. Ça se trouve, le gars, là, il prend plein dans sa gueule pendant son chemin, là. Il est en train de tracer vers Egghead, visiblement. Le gars, il accumule encore un peu plus, il va arriver, il va rajouter ça à sa patoune, il va faire, tiens, prends dans ta gueule, Saturne, et goûte un peu ce que t'as fait, tu vois. Ça serait super cool. Et en plus, et c'est là, à mon avis, qu'il y aurait peut-être un petit callback, un petit retour sur ce qui s'est passé sur God Valley, où il fait « je t'avais dit », ou petit, il fait « un jour je te ferai sentir le mal que t'as fait au monde, un jour tu verras ce que t'as fait ». Et là, il revient 40 piges plus tard, « je t'avais promis que tu sentirais ». Bim, il lui balance le truc, et là, masterclass. Ce serait incroyable. Ce serait incroyablement incroyable. Franchement, je pensais pas que Egghead partirait dans cette direction-là. Au début, je pensais, ouais, ça va être des robots et des machins, mais en fait, non, Oda m'a fait fermer ma gueule. J'ai douté, je le reconnais volontiers. Il y a eu des chapitres où j'ai douté, où j'ai un peu gueulé, où je disais que ça partait dans tous les sens, et je pense que j'avais en partie raison quand même. Mais sur le long terme, il m'a fait fermer ma gueule. C'est maîtrisé, c'est réussi. J'aime beaucoup, là. Je veux voir la suite. Surtout qu'on se rapproche de plus en plus de l'époque actuelle, hein. Le chapitre se termine 14 ans avant les événements d'Egghead ou avant les événements de One Piece. C'est parce que c'est pas la même chose. Mais bon, je crois que ça fait que 3-4 ans qu'ils sont sur Grand Line, donc ça change pas énormément de choses. Bon, il y a aussi un autre personnage qu'on dévoile un peu plus, encore une fois par bribes et j'ai envie de dire par proxy, pas directement. C'est le personnage de Dragon. Là, on apprend, mais ça avait déjà été évoqué, il me semble, hein, que c'était qu'il avait fait partie un temps de la marine. Si c'est vraiment le fils de Garp, c'est pas déconnant, parce que je dis si c'est vraiment le fils de Garp, parce que comme quoi il y aurait des théories, comme quoi ce serait pas son fils, mais son beau-fils.
Parce que ouais, bah, dans la culture asiatique, quand tu te maries avec la fille d'un mec, tu deviens le fils de... Bon, peut-être que c'est un abus de langage, et en fait c'est son beau-fils, et que la mère de Luffy est la fille de Garp. C'est une théorie qui circule, je sais pas si elle est... Enfin, je la trouve pas déconnante, voilà. Quand tu vois comment ça se passe un peu en Asie, tout ça, c'est pas déconnant, sachant que One Piece reste un manga japonais, hein, donc il y a une grosse inspiration, c'est pas déconnant ce truc-là. Bref. Et donc on voit un petit peu plus le personnage de Dragon, qui est un peu construit un peu comme Shanks en fait. C'est-à-dire que le personnage de Shanks, on le connaît parce qu'on le voit jamais directement, mais on nous le présente toujours du regard des autres. Et c'est ça qui le rend badass, c'est ça qui le rend grand en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on a très rarement le point de vue direct de Shanks. C'est toujours Shanks du point de vue de quelqu'un. Genre la dernière apparition qu'il a fait, bon là on l'avait le point de vue direct quand il a pété Kid, c'était le point de vue direct, mais juste avant ça, l'apparition qu'on l'avait, on l'a vu du point de vue de Ryogoku, je sais pas quoi là, l'amiral qui fait des plantes là, qui se met à chier dessus dès qu'il sait que Shanks est là, tu vois. Et là tu dis oh balèze. Même à Marineford, on n'avait pas le point de vue direct. C'était juste j'arrive, calmez-vous, je vous pète tous. Ils se sont calmés, tu vois. Donc on n'a jamais le point de vue direct de ce personnage. Et Dragon, c'est exactement pareil. On le voit juste par le point de vue d'autres. On l'a vu par le point de vue de Vegapunk, là on le voit par le point de vue de Kuma. Donc je trouve ça intéressant cette construction, voir jusqu'où ça va aller. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, on arrive vers la fin, il va nous balancer le flashback de Dragon à un moment donné. Alors je pense qu'on n'est pas prêt, je veux voir ça. Pareil, le flashback de Shanks, il faut qu'on voit ça aussi. Et c'est un peu le même cas que... Il y a un autre personnage qui était un peu construit comme ça, c'était Gold Roger, finalement. Même si on a eu tout un arc sur comment il trouve le One Piece et tout, l'histoire nous était contée du point de vue d'Oden. C'était pas le point de vue de Goldie Roger, pardon. Donc c'est pas mal, c'est cette manière de construire son personnage, de le rendre légendaire. Avant de le creuser, on le rend légendaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Kuma aussi jusqu'à présent, en fait, quand tu réfléchis. C'est que Kuma, finalement, on n'avait jamais réellement son point de vue, on le voyait impressionnant, badass, légendaire, effrayant, du point de vue des autres. Et là, maintenant, on rentre dans la carcasse, on rentre dans son histoire, on le comprend mieux. Et c'est du coup, vu qu'on l'a fantasmé toutes ces années, voir tout ce que ça cache derrière a beaucoup plus d'impact que s'il avait fait l'inverse, s'il nous avait raconté le flashback d'abord du gars, puis de le rendre badass. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben, je trouve ça intéressant, j'aime bien moi cette construction de personnage, je trouve ça très stylé. Oui. Bon, là maintenant on va partir dans les moments théorie, interrogation, là. Le flashback se termine 14 ans avant le début de One Piece, ou les événements d'Egghead, mais ça change pas grand-chose, et aucune mention de Bonnet. Alors on voit que Ginet, Ginet ou Ginny, hein, ça dépend, veut dire Ginny. Ginny est a priori, bon, la mère de Bonnet, hein, veut dire même caractère, même physique, même tempérament, même passion pour la bectance. A priori, c'est la mère de Bonnet. Bon, on est 14 ans avant le début de One Piece et ça n'a toujours pas été évoqué. A priori, ils se sont même pas mariés. Ça aussi, je trouve ça intéressant que Kuma, même si on voit qu'il est amoureux d'elle, il décide de pas l'épouser. Parce que il a peur, parce qu'il se souvient que il veut pas transmettre le sang des boucaniers. Et comme son père avant, il veut pas que la tragédie se répète. Mais bon, ça empêchera rien finalement. Bref. Donc là, la question qu'on va se poser, et là c'est un truc qui était quand même, comment dire, qui était assez prégnant dans les derniers chapitres, parce que Vegapunk arrête pas de dire on peut pas la laisser tout seule, c'est une toute petite fille. Tu te dis, mais attends, elle a 20 piges, elle peut se démerder, c'est une pirate, supernova et tout, a priori elle peut se démerder, tu vois. Et fait non, c'est une toute petite fille, on va pas laisser une fille aussi jeune tout seul se démerder, tu vois. Et du coup, bon, bah on commence à se dire, bah attends, mais elle a pas l'âge qu'on croit qu'elle a, en fait. Et là, vu qu'on approche 14 ans, bon, elle a moins de 14 ans, quoi. Tu te dis, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a quelques fanarts qu'il va falloir effacer, du coup, hein. On vous voit, on vous connaît. Certaines figurines qu'il va falloir enlever des étages aussi, des étals aussi, hein. Bon, après, c'est le Japon, ça les dérange pas trop, ce genre de conneries, mais quand même. Parce que là, ça veut dire que c'est une gamine, en fait. Ça se trouve, elle a 10 ans, grand max, quoi. Et qu'en fait, les premières fois où on l'a vu qu'elle était gamine, on disait que c'était son pouvoir, bah en fait non, c'était sa vraie forme. Le moment où elle saute sur Zoro à Sabaody, en fait, c'était sa vraie forme, en fait. Et en fait, elle se vieillit, parce que même quand on l'a vu au début d'Egghead, si ma mémoire est bonne, elle était en mode gamine. Et en fait, non, c'était sa vraie forme, parce qu'en plus, elle sortait de l'eau, il me semble. Donc si elle sort de l'eau, elle a pas de pouvoir. Donc en fait, c'est vraiment une gamine, en fait.
Donc elle a eu un gosse, enfin elle est née très tard dans les événements de One Piece. Et ça change énormément de choses. Ça raconte plus la même histoire là. Là on raconte plus la même histoire. Là c'est terrible. Ça veut dire que c'est une gamine de 10 ans qui a été obligée, pour faire face à la situation, de pas avoir d'enfance en fait. C'est terrible. T'imagines un peu comment Luffy va prendre ça, il va vriller. Hein. Luffy va prendre un truc comme ça, il va vriller de ouf. Hein. Là ça va être sale. Hein. Je veux dire, là, Luffy, quand tu touches aux enfants, il est pas content. Hein. Bon, il y a des trucs où tu touches pas à la bouffe, tu touches pas aux gosses avec Luffy. Donc là, il voit que la meuf, elle s'est fait voler son enfance parce qu'on lui a privé de son père, de ses parents, et qu'elle a été obligée de devenir une pirate à 10 piges, et de traverser tout ce qu'elle a traversé. Là, ça va devenir personnel. Là, j'ai hâte de voir ça. Si c'est vraiment ça, déjà c'est génial comme plot twist. Voilà, c'est génial. Bon, il commence à devenir un peu téléphoné parce qu'on commence à le voir venir, mais c'est génial parce qu'encore une fois, c'est le genre c'est le genre d'info. Tu relis Sabaody, c'est plus la même histoire. Enfin, c'est plus la même histoire. Bonnet apparaît pas beaucoup, mais c'est plus la même histoire, c'est plus la même salade, tu vois. Donc je trouve ça très intéressant, encore une fois, et très curieux de voir la suite. Je serais curieux de savoir aussi qu'est-ce qui est arrivé à Ginny, du coup. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle est morte? Probablement, hein, hélas. Peut-être que Bonnet est aussi simplement un clone, mais j'y crois pas trop, sinon j'y crois pas trop au délire, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment sa fille. Donc on verra. Ou alors c'est pas sa fille, hein, mais... parce qu'elle semble pas avoir le sang des boucaniers. Alors on sait pas, ça ressemble à quoi une femelle boucanier, donc, mais bon. Peut-être que c'est un clone, je sais pas. Peut-être que ça expliquerait pourquoi Kuma a décidé accepter de devenir le cobaye de Vegapunk. Il s'est dit en échange, ok, je suis ton cobaye, mais en échange tu clones ma femme. Et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors il l'a soigné d'une certaine façon, ça lui a fait. Je sais pas en fait. Il y a tellement de possibilités possibles. Voilà, moi je veux savoir pourquoi Kuma est. Peut-être que ça a déjà été dit hein, et que j'ai oublié. Je veux savoir pourquoi Kuma a décidé de se remettre en esclavage, de se remettre au service du gouvernement mondial. Il y a forcément une raison qui dépasse ça. Et pour moi, la seule raison possible, c'est soit parce qu'il voulait protéger sa fille, soit parce qu'il voulait, cloner d'une certaine façon sa femme. Il faut qu'on nous explique ça. Bref, en tout cas, un très bon chapitre. Très très hâte d'en savoir plus la semaine prochaine. Voilà, pour l'instant, on mange Gucci, comme disent les jeunes. C'est quoi ce poulet? Ouais, je parle en Twitter. Franchement, One Piece, ça devient vraiment très très bien. Enfin, ça a toujours été très très bien, mais là, comme j'ai dit, hein, il y a eu des chapitres où j'ai douté, ça commence à me gonfler un peu, mais force est de constater qu'il faut être patient parce que il faut le laisser cuisiner. Hein, et quand il sert la popote, on se régale. Voilà, donc merci Oda pour ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pauses. Même si fait autant de pauses qu'il faut, hein, ne va pas nous faire une Togashi. Préserve ta santé avant tout. On veut avoir la fin de One Piece. Et surtout, ça va. Vu les chapitres que tu sors, tu peux prendre 2-3 semaines de pause, on va pas crever. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire comme d'habitude, vous dire ce que vous en avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé vous-même de ce chapitre, me corriger si j'ai dit quelques conneries, ce qui est possible. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Oui.